Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une question un peu folle, tirée d'une publication scientifique vraiment fascinante. Est-ce que de simples produits chimiques peuvent apprendre? Peut-on imaginer un système sans ADN ni cerveau qui serait capable de s'adapter pour survivre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, posons-nous une question fondamentale. Au fond, c'est quoi la vie? On pense souvent au métabolisme, à la reproduction, mais les auteurs de l'étude qu'on décortique aujourd'hui suggèrent qu'un pilier essentiel pourrait être bien plus surprenant, la capacité d'apprendre. Pour tester une idée aussi audacieuse, il faut un sujet d'expérience un peu particulier. Oubliez les animaux de laboratoire, on va s'intéresser à quelque chose de bien plus fondamental. Et les voici, nos protagonistes. Non, ce ne sont pas des cellules, mais des motifs chimiques qu'on appelle des taches de Gray-Scott. Ce qui est dingue, c'est que ces taches sont des structures émergentes. Elles apparaissent spontanément, elles peuvent grandir, se maintenir et même se coquiller, presque comme un organisme primitif. En termes scientifiques, on parle de structure dissipative. Pour faire simple, c'est un peu comme un ouragan. Il maintient sa forme en puisant l'énergie de l'océan. Eh bien, nos taches font la même chose, mais à une échelle chimique. Elles se situent juste à la frontière entre le non-vivant et le vivant. Bon, maintenant qu'on a nos organismes, on va leur compliquer un peu la vie. On va introduire un conflit, un vrai défi pour leur survie, histoire de voir comment ils s'en sortent. Voici le grand méchant de l'histoire. Un produit chimique qu'on va simplement appeler la toxine T. Quand elle est introduite dans le monde de nos taches, elle les détruit. C'est une menace directe et mortelle. Et quand on dit que la menace est mortelle, on ne plaisante pas. Sans aucun mécanisme de défense, le nombre de survivants est nul, zéro. Après seulement quelques cycles, toute la population est rayée de la carte. Leur monde devient stérile. Sans un moyen de se protéger, elles sont tout simplement condamnées. Mais tout n'est pas perdu. L'environnement n'est pas complètement chaotique, il y a une logique. Juste avant chaque vague mortelle de toxine T, un autre produit chimique, totalement inoffensif lui, est libéré. C'est le stimulus S. C'est comme une sirène d'alarme qui sonne juste avant le danger. La grande question c'est, nos taches peuvent-elles apprendre à entendre cette sirène? Alors comment survivre? Les chercheurs ont d'abord testé les deux stratégies les plus évidentes. Deux mécanismes de défense assez intuitifs, mais qui, comme on va le voir, sont des échecs cuisants. Les auteurs de l'étude utilisent une analogie parfaite. La première stratégie, c'est celle de la proie surprise. Elle ne réagit que lorsque le prédateur, la toxine, est déjà en train d'attaquer. Le problème, c'est que c'est bien trop tard. La seconde, c'est la proie nerveuse. Elle panique au moindre signal d'alerte, le stimulus, mais elle surréagit tout le temps, même pour une fausse alerte, ce qui est épuisant et contre-productif. Et les simulations le confirment sans appel. Le réseau direct, il produit bien un antidote, mais beaucoup trop lentement. Les taches sont détruites avant d'être protégées. Le réseau préventif, lui, c'est l'inverse. Il panique et produit tellement d'antidotes que le remède devient lui-même un poison. Dans les deux cas, c'est un échec. C'est ici que ça devient vraiment passionnant. Puisque les réactions basiques ne fonctionnent pas, il faut une solution plus élégante. Une solution qui n'est pas juste programmée à l'avance, mais une solution qui apprend. La clé de cette solution se trouve dans deux nouveaux éléments. Le premier, M, c'est une sorte de mémoire à court terme. Il apparaît en même temps que le stimulus S, puis disparaît assez vite. Le second, L, c'est la mémoire à long terme. Elle est beaucoup plus stable, mais elle ne se forme que dans des conditions très précises. Et voici la logique du système qui est d'une beauté folle. Étape 1, le stimulus S arrive et crée la mémoire à court terme M. Étape 2, l'association. Si et seulement si la toxine T arrive alors que M est encore présente, cela déclenche la production de la mémoire à long terme L. Le système vient de faire le lien. S suivi de T, c'est un vrai danger. Étape 3, l'action. La prochaine fois que le stimulus S apparaît, la présence de la mémoire L permet de lancer la production d'antidotes au timing parfait. La théorie est magnifique, c'est vrai, mais est-ce que ça fonctionne dans un monde simulé en 2D, peuplé de nos petites taches chimiques? Allons voir comment ce réseau d'apprentissage se comporte quand on le met vraiment à l'épreuve. Au tout début, c'est un carnage. La toxine est là, et comme le système n'a pas encore appris, les taches sont complètement vulnérables. On voit la population se réduire de façon dramatique. C'est le coût de l'apprentissage. La première leçon qui fait mal. Mais regardez bien, dans les zones où les taches ont été attaquées, on voit apparaître cette couleur bleue. C'est la mémoire à long terme, elle, qui est en train de se former. Le système est en train d'enregistrer l'association entre le signal et le danger. Il apprend, sous nos yeux, où se trouve la menace. Et voilà le résultat. Après quelques cycles, le système a appris. Il anticipe l'arrivée de la toxine et produit la dose parfaite d'antidote. Et non seulement les taches survivent, mais elles se remettent à prospérer et reconquièrent tout l'espace. C'est une victoire totale, rendue possible uniquement par l'apprentissage. Mais l'intelligence de ce système va encore plus loin. Il n'apprend pas seulement quand il faut se défendre, mais aussi où il faut le faire. C'est une véritable forme d'intelligence spatiale.
La comparaison visuelle est saisissante. À gauche, le réseau nerveux qui produit de l'antidote partout, de manière complètement inefficace. À droite, notre réseau apprenant. La défense est ciblée, chirurgicale, uniquement sur les frontières où la toxine frappe. C'est la différence entre une panique généralisée et une réponse stratégique. Ce résultat n'est pas juste une simulation informatique astucieuse. Il a des implications vraiment profondes pour l'une des plus grandes questions de la science. Comment la vie a-t-elle bien pu commencer ? Et voilà le message principal. On a tendance à lier l'apprentissage à des systèmes biologiques complexes, comme des neurones ou de l'ADN. Mais cette étude suggère que la capacité d'apprendre des associations pourrait être une propriété bien plus fondamentale de la matière, capable d'émerger de réactions chimiques très simples. L'apprentissage ne serait donc pas une conséquence tardive de la vie, mais peut-être l'un de ses tout premiers ingrédients. Comme le disent les auteurs eux-mêmes dans leur article, ce résultat abaisse la limite inférieure de la complexité requise pour un agent chimique autonome capable d'apprendre. En d'autres termes, pas besoin d'une machinerie cellulaire hyper complexe pour observer un comportement cognitif. La barre vient d'être placée beaucoup plus bas. Et tout ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Si de simples réactions chimiques peuvent apprendre, ça change complètement notre façon de chercher la vie ailleurs. On ne chercherait alors plus seulement des cellules ou de l'ADN, mais peut-être les signatures de systèmes qui apprennent, qui s'adaptent, qui encodent de l'information sur leur environnement. La vie, ou du moins ses prémices, pourrait être un phénomène bien plus répandu qu'on ne l'a jamais imaginé.